Ne vous êtes-vous jamais demandé si le monde qui vous entoure n'était pas réel? Si vos proches et les personnes avec qui vous interagissez tous les jours n'étaient pas des acteurs? Que chacun de vos mouvements, chacune de vos actions était encadrée, contrôlée par une force supérieure et rationnelle? Parce qu'au fond, existe-t-il une pire angoisse que de vivre dans le Truman Show? Listen to me. Everybody knows about it. Everybody knows everything you do. They're pretending, Truman. Do you understand? Everybody's pretending. I don't know. No. Ces questionnements sont normalement balayés facilement d'un revers de main. Les ficelles seraient trop grosses, trop visibles. Mais depuis plusieurs années, un malaise diffus s'installe dans notre rapport au monde numérique. Une rumeur, un soupçon, l'idée que quelque chose nous échappe. Cette théorie, selon laquelle il n'y aurait pour le sujet pensant d'autres réalités que lui-même, qu'on appelle solipsisme, existerait en ligne. Nous serions, sans le savoir, de plus en plus entourés de systèmes automatisés, de contenus générés artificiellement, de signaux qui imitent la présence humaine. C'est cette sensation vertigineuse de scroller pendant 3 heures et de réaliser qu'on n'a pas croisé une seule pensée originale, juste des échos de ce qu'on aime déjà. C'est l'isolement par la ressemblance, le vertige de la solitude. La Dead Internet Theory est très simple. La majorité de l'activité sur Internet serait générée par des bots, du contenu créé par intelligence artificielle et des algorithmes de recommandation. L'objectif serait de diminuer les interactions humaines et, comme dans toute bonne théorie en ligne, de contrôler la population. Alors, il est permis de douter de tout. Peut-être que les milliers de personnes auxquelles je croyais m'adresser ne sont en réalité que des machines, augmentant artificiellement les compteurs d'engagement. Peut-être que vous êtes vous-même en train de consommer une vidéo créée par un bot ou de lire un commentaire déposé par l'un d'entre eux. I've seen things you people wouldn't believe. Si cette thèse est aujourd'hui majoritairement rejetée par les spécialistes du sujet, elle ne dresse pas moins un constat glaçant. La vision d'Internet que nous avons s'est assombrie. Internet, c'est ce monde de l'inconnu, le saut dans le vide de ne pas savoir ce qui se cache de l'autre côté de l'écran. Le monde où la frontière entre le virtuel et le réel, l'homme et la machine se brouille. Et désormais, cet espace semble nous échapper, nous glisser des mains. Nous ne nous reconnaissons plus dans ce qui était présenté comme un échappatoire. Ce média alternatif personnalisé, cette contre-culture à part entière, a fini par ressembler au pire présage dystopique. Elle a été remodelée, captée, normalisée. Mais peut-être que tout n'est pas perdu pour autant. Internet est mort. Vive Internet. 1912, la naissance de l'utopie. Un des pionniers de l'invention de la radio, Guglielmo Marconi, déclare « L'avènement de l'ère du sans-fil rendra la guerre impossible, car elle rendra la guerre ridicule. » C'est l'acte de foi initial. La technique comme rempart définitif contre la barbarie humaine par la simple vertu de la communication. Si les hommes peuvent communiquer entre eux, ils n'ont plus raison de se faire la guerre. Les ondes traversent les murs et les frontières pour toucher directement les individus. Louis Banks, dans Premier Contact, l'avait bien compris. Établir un lien, entretenir un contact, le seul moyen d'éviter l'entrechoquement. Before you commit to him, ask him the Sanskrit word for war and its translation. 1940. L'outil de libération. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie communiquait via Enigma, une machine électromagnétique chiffrant les messages de façon complexe et changeante. Pour briser ce code quasi indéchiffrable manuellement, Alan Turing a développé la bombe. Une machine capable d'automatiser la recherche des clés de chiffrement par un traitement algorithmique systématique. Ce passage historique du décryptage intuitif au calcul automatisé a non seulement permis de lire les messages ennemis, mais a également posé les fondements technologiques de l'informatique moderne. Turns out that's the only German you need to know to break Enigma. La même année, le général de Gaulle utilise la radio pour rappeler à la résistance. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. 1960, la promesse de la symbiose. Joseph Karl Robert Licklider, aussi appelé Lick, publie un article intitulé Symbiose homme-calculateur. Il imagine un réseau global d'ordinateurs permettant aux utilisateurs de communiquer et d'accéder à des données n'importe où. Pour lui, le futur est clair, la collaboration avec les machines est inévitable. Les composants électroniques deviendront de nouveaux organes vitaux. Mieux, les machines nous libéreront du travail répétitif pour que nous puissions consacrer du temps à des tâches plus épanouissantes. 1969, le début de la révolution. Le premier lien entre deux ordinateurs est établi le 21 novembre entre UCLA et le Stanford Research Institute. Fin 1969, le réseau compte 4 nœuds. La suite est exponentielle. 1983. Le basculement, c'est la date officielle de naissance de l'Internet moderne, avec la généralisation d'un langage universel permettant aux différents réseaux de se comprendre. 1989. Le web est créé. Une application pour naviguer facilement entre des pages grâce à des liens. Une toile d'araignée géante qui connecte les informations entre elles et a rendu le réseau mondial accessible au grand public. C'est cette invention majeure qui a véritablement popularisé l'usage d'Internet dans notre quotidien. Le web est pensé comme un labyrinthe dont nous serions les seuls architectes. C'est le triomphe de la courbe sur la ligne droite.
du dialogue sur le monologue. Un monde de liberté absolue sans un sens de lecture imposé par une autorité supérieure. Cette chronologie est arbitraire et incomplète, mais elle dessine un motif indéniable. Internet est né d'un paradoxe insoluble. L'informatique moderne a connu son essor en partie pour subvenir aux besoins de l'armée, une capacité de calcul au service des puissances. Pendant des années, des rumeurs ont même persisté selon lesquelles ARPANET, l'ancêtre d'Internet, aurait été construit pour protéger la sécurité nationale face à une attaque nucléaire. C'était un mythe, une légende urbaine. Au contraire, l'objectif des chercheurs était de permettre un meilleur partage des ressources à l'échelle mondiale. Des années plus tard, Tim Berners-Lee, le créateur du web, réaffirme cette vision. Dans l'une des premières lignes de la présentation du projet, on pouvait lire « Il n'y a pas de sommet au web ». Toutes les pages et tous les sites sont censés être interconnectés et égaux. La hiérarchie est abolie. La promesse de cette nouvelle technologie est aussi simple que puissante. Mettre fin aux intermédiaires. Mettre fin à la verticalité qui a défini les modes de communication et les sociétés humaines. Connecter les humains entre eux pour valoriser l'intelligence collective et le partage entre peuples et individus. Un échange pur entre les citoyens sans contraintes géographiques, temporelles ni intermédiaires. Et petit à petit, cette vision prend vie. Les humains s'approprient cet outil qui leur offre un nouvel espace de liberté. Un espace qui n'est ni physique ni mental, mais où chacun peut évoluer à sa guise. Si vous ne passez pas vos soirées sur Netflix, le visage de ce jeune garçon ne vous dit peut-être rien. Mats Steen, un jeune Norvégien atteint d'une maladie dégénérative. Solitaire, il ne sort que très peu et ne multiplie pas les relations sociales. Il décède le 18 novembre 2014 à 25 ans, dans la plus grande indifférence en dehors de sa famille la plus proche. C'est du moins ce que tout le monde pense. Son père laisse un billet sur le blog de son fils pour prévenir les autres joueurs de son passe-temps favori, World of Warcraft. Un premier membre réagit, puis un second, et en peu de temps, une avalanche de mails partage à la famille des condoléances les plus sincères. Mats Steen était également Ibelin, un membre proéminent d'une guilde du jeu. Dans le monde virtuel, il était une forte personnalité, populaire et même incontournable. Au sein de sa communauté, il avait noué des liens très forts, cachant jusqu'au bout sa condition. On ne savait presque rien de sa vie réelle. J'avais vraiment le sentiment que quelque chose n'allait pas. À sa mort, la guilde mit en place une cagnotte pour que tous les membres puissent se rendre des 4 coins de l'Europe jusqu'en Norvège afin d'assister aux funérailles. L'histoire de Mats Steen illustre la transcendance permise par le numérique. Enfermé dans un corps qu'il percevait comme une cage, l'écran a été sa fenêtre pour se rapprocher de la norme des relations sociales. Il est devenu le citoyen d'un monde où ses jambes fonctionnaient et sa maladie n'était plus un obstacle. Internet est ce nouveau réel, ce lieu de socialisation, de partage, de culture et d'échange. Un cyberespace qui appartient à tous, même aux marginaux du monde tangible. Il offre la possibilité de s'offrir une seconde vie, une chance supplémentaire d'épanouissement. La simulation est alors totale. Ce nouveau terrain de jeu prend chaque jour une dimension supplémentaire. D'abord confiné au texte, retranscrit sur un écran d'un immense ordinateur après un chargement interminable, la technologie est devenue sonore, visuelle et même intégrée à notre corps. Marshall McLuhan l'avait prédit. Le smartphone semble être une extension de notre anatomie et les entreprises travaillent déjà à le fondre à des formes encore plus transparentes. D'ailleurs, nous ne nous connectons plus vraiment en ligne, car nous en sommes jamais vraiment complètement déconnectés. Nous avons transféré le poids de notre solitude dans des serveurs lointains. Le virtuel n'a pas remplacé le réel, il l'a infusé, comme une encre qui se dilue dans l'eau jusqu'à ce qu'il soit impossible de distinguer le pigment de la source. Les sœurs Wachowski n'ont rien inventé, la matrice existe déjà. La présence du livre Simulacre et Simulation de Jean Baudrillard au début de leur film culte n'a rien d'anodin. Si l'auteur dénonce le simulacre au quotidien dans le monde physique, il ne fait aucun doute que la simulation ultime existe et que nous vivons déjà dedans. This isn't real. What is real? How do you define real? Nous sommes le rêveur, qui rêve, puis qui vit dans le rêve. You're like the dreamer. Dreams, then lives inside a dream. Je suis ce rêveur. En 2012, je décide de créer une chaîne YouTube. J'ai 11 ans, mais cela fait plusieurs années que je suis sur internet. J'écume les forums et ce réseau social naissant. Si les codes et la culture qui y sont présents me plaisent, c'est autre chose qui me fascine. La possibilité d'être qui je souhaite. Inutile d'expliquer que je n'ai jamais été très populaire au collège ou au lycée. En ligne, ces distinctions ne comptaient pas. Mon physique d'adolescent en pleine mutation, mon âge et mes stigmates sociaux semblaient effacés. Le web des débuts avait des aspects de carnaval. On pouvait changer de nom, de sexe, d'âge. Une page blanche s'offrait à moi. J'ai pu explorer des lieux dont ni mes proches ni mes professeurs n'auraient pu me parler. Me cultiver, débattre, me construire en tant qu'individu dans un pseudonymat rassurant. Cette impression d'avoir avalé la pilule rouge, de découvrir que le monde que je pensais être le monde réel depuis le début n'était que la face émergée de l'iceberg. J'ai plongé la tête la première dans les profondeurs. Parce que très vite, les outils ont suivi le mouvement. Wikipédia est la
première encyclopédie libre et reposant sur le principe de l'intelligence collective, le savoir à portée de main. WikiLeaks dévoile des documents gardés secrets. L'information passe d'une denrée rare et contrôlée à un flux perpétuel impossible à maîtriser. La bibliothèque d'Alexandrie a ouvert ses portes au monde entier. L'univers et ses secrets sont devenus plus transparents. Une première barrière s'effondre. Les créateurs de contenu se multiplient. Les individus prennent la parole. Ils relaient des informations, créent et deviennent de véritables médias. Les vidéastes regardent dans les yeux la télévision et la radio, offrant un canal direct de proximité avec leur audience. Alors vous l'aurez deviné, c'est dans ces épisodes Question Time que je répondrai à vos questions. Donc là, étant donné que j'ai pas prévenu que j'allais faire cette vidéo, je vais répondre à 10 questions qu'on me pose très souvent. La relation parasociale n'a jamais été aussi forte. Le public regarde son écran lumineux et voit un miroir. L'ordre hiérarchique médiatique se renverse. Une deuxième barrière tombe. Le groupe de hackers des Anonymous terrorise les plus grandes puissances de la planète. On vit le passage de la fiction d'Alan Moore à la réalité des forums. C'est le moment où le masque de Guy Fawkes devient le visage du web. In view, a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. Le pouvoir est désormais au peuple. Une fois branché, un chef d'État détient la même capacité d'action que le plus précaire des citoyens. Une troisième barrière s'écroule. MySpace, Facebook, Google, les lieux d'échange se structurent, se développent. Une génération entière d'entreprises construites sur cette promesse initiale. De plus en plus de gens se connectent chaque jour, passent de plus en plus de temps en ligne. La simulation offre tout ce dont rêve un homme. Le travail est informatisé. On se souhaite bon anniversaire sur notre mur Facebook. L'heure est à l'optimisme. L'utopie des débuts résiste. On nous dit que le printemps arabe naît sur les réseaux sociaux. Un vent de liberté souffle dans le monde entier en binaire. Netflix, Spotify émergent et mettent fin au monopole de l'accès à l'art. Ils légalisent la pratique du piratage et disruptent une industrie pourtant hostile à Internet. Rien n'y échappe. Mais le rêve s'efface peu à peu. Personne ne le sait encore, mais l'heure du réveil avait bientôt sonné. Car ces entreprises sont certes nées sur la continuité de la vision des fondateurs de la technologie. Elles promettent d'en poursuivre les idéaux, jusqu'au jour où la rentabilité toque à la porte. Et l'ouverture de la porte a signé l'arrêt de mort d'une période teintée de candeur et d'idéalisme. Le cheval de Troie s'est frayé un chemin et a été acclamé comme un cadeau des dieux. Mais les conditions générales d'utilisation ont été signées avec du sang numérique. Nos données, nos visages ont été échangés contre une gratuité illusoire. Au point que nous sommes obligés de nous résoudre à nous dire qu'aujourd'hui, Internet est mort. Vive Internet. Toute la Terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ils dirent encore « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Cet extrait de la Genèse n'a pas de volonté évangélique. Le mythe de la tour de Babel représente une légende populaire qui dépasse le domaine du religieux. L'idée d'une société en unité totale, de communication parfaite et de rêves démesurés qui en découlent. La tour reste inachevée. Babel devient alors le symbole d'un monde où la communication, au lieu de rapprocher, finit par diviser. D'un idéal d'unité naît une fragmentation. L'utopie est tombée parce que l'humain a voulu transformer un réseau horizontal en une structure de pouvoir verticale. Et ce qui devait relier les hommes les sépare. Babel n'est pas seulement un échec, c'est surtout un avertissement. Celui d'un monde où la promesse de communication totale finit par produire l'inverse. Mais cet avertissement a été ignoré. Le langage commun existe. La communication n'a jamais été aussi présente. Pourtant, dire que nous sommes plus divisés que jamais semble une évidence presque futile à énoncer. Alors, comment Internet a-t-il fini par produire les effets contraires de ses principes éthiques? Comment l'utopie s'est éteinte? L'élément le plus marquant et visible tient sûrement dans l'avènement des méga-corporations qui contrôlent nos usages en ligne. Longtemps, on a cru ou voulu faire croire qu'Internet était une technologie post-industrielle. À l'opposé des anciennes multinationales qui devaient investir des usines ou acheter en masse des imprimeries pour faire diffuser leurs journaux. Mais cette idée est fausse. La force de Google et d'Amazon réside avant tout dans leurs installations. Aux quatre coins du monde, des kilomètres carrés de serveurs permettent à ces géants de la tech de maintenir un monopole invisible. Internet est une ville dont les fondations se cachent sous terre, avec les fermes de serveurs pour usines de charbon. Rien de tout cela n'est immatériel. Au contraire, l'eau utilisée pour refroidir les machines, la chaleur dégagée par ces dernières, le bruit vrombissant des ventilateurs. Les geeks qui se lancent depuis le garage de leurs parents est un mythe dépassé. L'infrastructure du web n'a cessé de gagner en importance, créant de fait des géants surpuissants, amenant avec eux leur lot de dérives inhérentes aux logiques capitalistiques qui les gouvernent. Les entreprises ont alors mené le processus industriel en ligne. La rationalisation, voire même une forme de taylorisme. Tout doit être optimisé, dans le seul et unique objectif d'avoir plus de parts de marché, à savoir
plus de temps de cerveau disponible. L'ère de la captologie s'est imposée. La survie numérique de ces mastodontes dépend de ce que les anglophones appellent la stickiness, ou vicosité, la capacité des entreprises à attirer les utilisateurs et à les faire revenir encore et encore. Alors que Google n'était qu'un outsider dans le domaine des moteurs de recherche, les équipes étaient mobilisées pour améliorer la satisfaction des usagers. De nombreuses enquêtes étaient menées pour en déterminer les facteurs. L'une d'entre elles offrait à l'internaute plus de choix pour chaque recherche. Les résultats furent désastreux, au point de faire baisser drastiquement le taux d'utilisation en quelques jours seulement. La conclusion peut sembler contradictoire, mais un élément changeait tout, quelques secondes de chargement supplémentaires. Il n'en fallait pas plus pour pousser les internautes à changer de service. Depuis, la folle course à la rétention ne semble plus avoir de limite. Les dark patterns se multiplient, les interfaces sont remplies de pièges, et les applications répondent à des logiques de gamification empruntées aux jeux vidéo les plus addictifs. En mars 2009, le designer en chef de Google, Douglas Bowman, quitte l'entreprise. Dans un article de blog, il explique sa décision. Oui, il est vrai qu'une équipe chez Google n'arrivait pas à se décider entre deux bleus. Alors, il teste 41 nuances entre chaque bleu pour voir laquelle est la plus performante. J'ai eu un débat récent sur le fait de savoir si une bordure devait faire 3, 4 ou 5 pixels de large, et on m'a demandé de prouver mon cas. Je ne peux pas travailler dans un environnement pareil. Alors, Internet est devenu gris, tout est devenu lisse, sans aspérité. Une architecture digne des pires liminal spaces en passant par les couloirs angoissants de Lemon. I have no choice. Well, every time you find yourself here, it's because you chose to come back. Ces structures ultra performantes et calibrées que la série Severance dénonce entraînent avec elles un effet de réseau impossible à contourner. Difficile de se passer de Google quand l'entreprise est leader sur le marché de l'email, du moteur de recherche et de la vidéo en ligne. Difficile de se passer d'Instagram quand toutes nos connaissances y sont présentes. Les communautés étaient auparavant plus éclatées, dans des lieux spécifiques et dédiés formant un archipel unique. Un forum pour les passionnés d'automobile, un blog destiné aux accros du shopping. L'arrivée des réseaux sociaux a tué cet écosystème en concentrant les individus. Ceux qui publient en ligne veulent être lus par d'autres. Les sites sans une masse critique d'utilisateurs ont du mal à attirer des commentaires et de l'interaction. Cette concentration du pouvoir par effet de réseau se vérifie à toutes les strates du web. Les créateurs de contenu, auparavant éclatés en plusieurs niches distinctes, ont vu un pôle mainstream détenant un pourcentage important des vues émerger. En France, Squeezie et l'ensemble des influenceurs invités sur sa chaîne forment une élite touchant une large audience. Un nouveau paradoxe sur Internet est apparu. D'un côté, la multiplicité apparente des services et des contenus, il y a trop d'applications, trop de vidéos, trop de messages à lire, et de l'autre, une homogénéité immense des pratiques. Les gens lisent les mêmes tweets, partagent les mêmes vidéos et occupent les mêmes espaces. Même les différentes solutions finissent par se ressembler. La même logique publicitaire, les mêmes métriques, les mêmes logiques algorithmiques. À cela, il faut ajouter un phénomène d'unshitification généralisé suivi par toutes les plateformes et services en ligne. Une fois que l'utilisateur est captif, le service se dégrade, devient payant ou surchargé en publicité pour rentabiliser la mise de départ. Un procédé qui, en plus d'être particulièrement désagréable, favorise les grosses entreprises avec les reins assez solides pour supporter les nombreuses années à perte. The Social Network nous avait prévenu. Quand le réseau social ultime est créé par un personnage présenté comme asocial et en quête de revanche personnelle, on peut se questionner sur les risques de dérive. You're gonna go through life thinking that girls don't like you because you're a nerd. And I want you to know from the bottom of my heart that that won't be true. It'll be because you're an asshole. Le chef-d'œuvre de Fincher était prophétique. Il est aujourd'hui surtout édifiant de ce que nous avons perdu. Dans le film, le personnage de Mark Zuckerberg ne cesse de s'opposer à l'ajout de publicité, obsédé par la volonté de créer le meilleur service. 10 ans plus tard, Facebook est inondé d'annonces publicitaires et rares sont les utilisateurs individuels à s'en servir pour échanger avec leurs proches. Encore un paradoxe. La promesse de désintermédiation s'est volatilisée. Tout l'inverse s'est produit. De nombreuses médiations invisibles et incontrôlables se sont ajoutées dans notre communication aux autres. Avant, pour parler à une connaissance, vous vous adressiez directement à elle en la voyant. Au pire, vous lui écriviez une lettre ou vous décrochiez votre téléphone. L'outil technique était un intermédiaire, mais il était minoritaire et peu intrusif. Désormais, nous parlons parfois plus à nos proches par le biais d'une messagerie en ligne, d'un échange sur un réseau social que dans la vie physique. Loin d'être problématique en tant que telle, cette pratique a ajouté de nouvelles couches de médiation influençant nos manières d'échanger de l'information. Dans chaque échange privé, il y a désormais un invité invisible qui prend des notes et oriente la discussion. À ce propos, il est obligatoire de parler du sujet qui façonne nos vies. Celui dont tout le monde parle, mais que personne ne connaît. Une énigme dont nous ne connaissons que le résultat final, l'algorithme. Créateurs de contenu en manque de visibilité, patrons dans le domaine de la tech, politiciens, tous obsédés par cette boîte noire qui dicte l'information à laquelle nous avons accès. Deux camps s'opposent. Ceux qui expliquent que les algorithmes ne sont que des programmes s'adaptant au comportement des humains pour les satisfaire au mieux. Si votre page d'accueil YouTube est remplie de vidéos ultra produites, il y a de grandes chances que ce soit parce que c'est le contenu que vous consommez le plus. À l'opposé,
D'autres affirment qu'au contraire, les algorithmes influencent les décisions humaines. Les objectifs de rétention qui leur sont donnés ne sont pas neutres et participent à privilégier un contenu facile d'accès, peu exigeant et grand public en jouant sur nos biais, l'œuf ou la poule informatique. Cette incompréhension nous terrifie. Les ingénieurs eux-mêmes ne parviennent pas systématiquement à expliquer la transformation de leur modèle. Nous lui posons des questions et nous obtenons des prophéties sur ce que nous allons aimer. Ces modèles agissent comme des oracles ou des dieux, dont même les prêtres ne comprendraient plus l'interprétation des décrets. L'être humain est en train de voir l'une de ses créations lui échapper. Pourtant, ce n'est pas la première fois que notre société produit une innovation d'un tel niveau de dangerosité. Nous avons appris nos erreurs, et jamais nous ne nous laisserions dépasser par ce que nous avons engendré, n'est-ce pas ? Until somebody builds a bigger one. Notre appréhension de l'intelligence artificielle reflète parfaitement l'évolution de notre regard sur les innovations technologiques. L'utopie a laissé place à la méfiance généralisée. Nous ne voyons plus les potentiels progrès pour l'être humain, nous apercevons immédiatement les dérives les plus malsaines. Et si c'était celle de trop ? Comment ne pas être angoissé face à l'idée qu'une nouvelle forme d'intelligence émerge et prenne notre place ? Quelle est la différence entre un humain et un ordinateur surpuissant? Le test de Turing visait à déterminer si une machine pouvait se faire passer pour un humain au cours d'une conversation, au point de devenir indiscernable. Avec l'IA générative et les modèles de langage, ce critère a volé en éclats. Ils savent imiter le langage humain sans penser, montrant que parler n'est plus une preuve d'intelligence. Le dernier rempart de ce qui déterminait un humain pour Descartes. Au fond, ne sommes-nous pas simplement une machine qui pense ? Cette réflexion métaphysique risque de nous hanter dans les prochains mois. La trajectoire prise par Internet n'est pas de nature à nous rassurer. Cet homme se nomme Fred Stiller. Il supervise une simulation peuplée d'êtres conscients jusqu'au jour où des disparitions et des incohérences lui révèlent une vérité vertigineuse. Son propre monde est lui-même une simulation. Accusé, traqué et pris pour un fou, il découvre qu'il n'est qu'une copie d'un homme réel. L'histoire est celle du film télévisé allemand World on a Wire, diffusé en 1973 et adapté d'un livre lui-même publié en 1964. La science-fiction n'est plus fiction. Nous sommes à la tête d'une simulation dont la portée nous dépasse. Au nom du progrès technique, nous nous sommes engouffrés dans une course dont nous ne contrôlons plus les facteurs et dont les conséquences pourraient être dramatiques. La simulation a perdu son image émancipatrice et est plutôt perçue comme une perte de contrôle de l'individu sur son environnement, une fuite du monde qui finit par se payer. Internet devait élargir notre horizon. Il promettait l'accès à une diversité infinie de points de vue, de savoirs, de cultures. Jamais dans l'histoire humaine, l'information n'a été aussi abondante, aussi accessible, aussi immédiate. Et pourtant, l'un des paradoxes centraux de cette ère hyper-connectée tient dans ce constat troublant. Plus le monde est à portée de clic, plus l'image que nous en percevons semble étroite, répétitive, appauvrie. Ces outils sont en effet extrêmement performants pour nous montrer ce que nous voulons voir, mais ils sont bien moins efficaces pour nous confronter à ce que nous aurions besoin de voir. Nous avons troqué l'immensité du village global pour le confort exigu d'une cellule capitonnée de miroirs. Le système a cessé de parier sur notre intelligence pour investir sur notre entropie mentale. L'utopie d'Internet supposait un utilisateur souverain, actif, curieux, responsable. Un individu capable de naviguer dans le chaos pour y trouver du sens. Mais la machine a compris que la liberté fatigue. Elle a alors prospéré sur notre lassitude, transformant le surf héroïque des années 90 en un scroll compulsif et léthargique. Nous sommes devenus les passagers de l'axiome dans Wall-E, assistés, saturés d'informations inutiles, incapables de détourner le regard d'un écran qui dicte nos besoins. L'addiction n'est ici que le symptôme d'une perte de repères plus profonde et de notre servitude volontaire. Alors, on reste accroché, en continuant à se répéter « Internet est mort, vive Internet ». Cette peinture effroyable cache un mythe encore plus terrifiant. La figure monstrueuse et hallucinée est en réalité Saturne, le dieu du temps de la religion romaine. Il est en train de dévorer un de ses enfants. Le mythe, mis en image par l'artiste Goya, raconte qu'averti par une prophétie annonçant sa chute par sa descendance, Saturne mange ses enfants dès leur naissance pour conserver le pouvoir. Le peintre ne montre ni grandeur mythologique, ni justification divine. Il transforme le dieu en tyran terrifié, incarnant la violence du pouvoir, la peur du temps qui passe, et l'autodestruction née de l'obsession de dominer. Saturne, Chronos, c'est notre système tout entier qui finit par dévorer toute contre-culture émergente avant qu'elle ne puisse le menacer. Internet a subi le même sort. Quand une brèche s'ouvre,
toute la structure se met en place pour la contenir et l'engloutir. Le système se reforme constamment derrière. Chaque contre-culture qui naît, chaque geste subversif, chaque révolution culturelle finit par être absorbée et normalisée, digérée jusqu'à perdre toute marge de manœuvre. Le jazz qui hurlait l'âme des oubliés et brisait les codes est devenu un produit de niche commerciale. Le rap qui criait la révolte se retrouve aujourd'hui dans des playlists sponsorisées, métamorphosées pour plaire au plus grand nombre. Un travail de taxidermiste qui enlève les organes vitaux d'un courant pour ne garder que sa dimension esthétique et l'exposer dans sa galerie marchande. L'histoire se répète sans cesse. L'imprimerie a d'abord servi comme outil de circulation clandestine des savoirs et de contestation avant d'être rapidement rattrapée par le monopole étatique. Les blogs, ces refuges d'expression libre et marginale, ont disparu, remplacés par des profils formatés sur des réseaux sociaux calibrés, soumis aux mêmes métriques et algorithmes. Chaque innovation subversive devient un objet contrôlable, intégré au système pour qu'il n'y ait plus d'extérieur. Plus d'altérité. Internet, à ses débuts, promettait un monde horizontal, où chacun pouvait inventer, contester, créer des micro-espaces indépendants. Aujourd'hui, ces espaces existent encore, mais ils ont été canalisés et formatés. La marge a été avalée, le chaos remplacé par la prévisibilité, la liberté par la visibilité calculée. Même la contestation devient un produit que l'on peut consommer, liker et partager. Chaque génération de créateurs, chaque innovation technologique, chaque poussée subversive est absorbée par le système avant même de le menacer, transformée en vecteur de ce qu'elle voulait combattre. L'histoire d'Internet ne fait que répéter ce cycle millénaire. L'émergence, la subversion, la cooptation. Si le système dévore toute marge, il n'en reste pas moins des formes de résistance possibles. La matrice est trop puissante pour être renversée par un simple geste technologique. Elliot Alderson la prend à ses dépens. Même une révolution du système et la chute des méga-corporations ne suffira pas. La victoire est toujours éphémère. Sir, step inside the car. Sir. La meilleure arme reste la conscience. Cela peut paraître niais ou inconséquent, mais comprendre ces mécanismes, identifier ses biais et prendre du recul sur ces logiques permet de garder un espace de liberté mentale et critique. On aime dire qu'Internet n'est qu'un outil, c'est partiellement vrai. Mais réduire le réseau à un miroir de notre société serait naïf et risquerait surtout de mener à une forme de fatalisme. Les plateformes, les algorithmes et les interfaces incarnent des choix, des hiérarchies et des dérives qu'il est indispensable de déconstruire. Prendre conscience de ces structures ne transforme pas le monde, mais libère en partie l'utilisateur de l'illusion de spontanéité. Résister ne veut pas dire disparaître du réseau. Cela signifie arrêter de croire que la matrice n'existe pas, refuser de subir passivement ces logiques et utiliser les espaces numériques avec lucidité. L'autonomie n'est pas de créer un monde à part, mais de cultiver un regard critique, de préserver l'esprit d'expérimentation et de marginalité là où il est encore possible. La résilience, c'est préserver notre part d'imprévisibilité, notre droit à l'erreur et au silence. C'est continuer à développer une identité en marge malgré les vents contraires. Remettre ironiquement l'humain à son échelle la plus simple, au centre de nos interactions, voir le code qui se cache derrière les pages web. C'est décider chaque jour de sauter à nouveau dans le vide et de réussir à voler comme Néo. Internet s'efface, mais il renaît chaque jour dans ceux qui comprennent ses règles et décident d'y agir sans illusion. La contre-culture peut exister, non pas en dehors du système, mais dans la capacité à le voir, à le lire et à ne pas s'y perdre entièrement. Et c'est ce qui permet de se dire qu'au final, Internet est mort, vive Internet.